Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de nous retrouver en ce dimanche matin sur le plateau de Sagesse Bouddhiste pour une émission que nous avons décidé de consacrer au lien entre la pratique du zen, zazen, la compassion et notre action. Car il n'est pas toujours facile d'imaginer en quoi le fait de pratiquer zazen est aussi une certaine manière d'agir. Quelle place tient alors la compassion dans ce cadre? Pourquoi est-elle vis-à-vis des autres indispensable dans l'assise, mais aussi vis-à-vis de nous-mêmes? En quoi peut-elle nous donner accès à une réalité différente? Et quel impact concret cela peut-il avoir sur nos actions? J'ai le plaisir d'accueillir, pour nous en parler, Federico Procopio. Federico Procopio, bonjour. Bonjour. Alors vous avez été moine et séminariste pendant 10 ans en Italie et puis en France. Vous étiez alors dans un monastère bénédictin. Vous êtes ensuite consacré au bouddhisme, donc ça fait une douzaine d'années, le bouddhisme Zen Kwanum plus précisément. Et vous êtes aujourd'hui donc moine bodhisattva, abbé et enseignant au centre Zen Kwanum de Paris. Oui, tout à fait. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Alors pour commencer cette émission, je vais commencer par une question très simple mais qui est essentielle. Est-ce que vous pouvez définir ce qu'est Zazen? Bien De quoi sûr. s'agit-il? Zazen, avant tout, ce n'est qu'un mot. Voilà. Ce mot essaye d'expliquer une réalité, un retour plutôt à une réalité qui est l'expérience primordiale, l'expérience originelle du Bouddha Shakyamuni, du Bouddha historique. Zazen, pour prendre l'expression d'un de nos maîtres coréens, le maître Manggong, est redevenir une montagne inébranlable, enracinée dans la terre et totalement ouvert à tout ce qui advient autour d'elle. Voilà, donc c'est le retour à l'expérience du Bouddha. Et dans le Zazen, la posture est absolument primordiale. En quoi consiste-t-elle? La posture a une symbolique vraiment très détaillée. Cette posture commence par la création d'une base large avec notre corps. Un petit peu, il faut imaginer une pyramide. Voilà. Cette base large, elle nous enracine profondément d'abord sur notre coussin de méditation et avec le temps dans la vie. Donc nous prenons racine, donc cette montagne qui s'enracine profondément dans la terre, c'est-à-dire le samsara, notre existence. Et puis, à partir de la 5e colonne vertébrale, ce dos non pas raide, mais droit, profondément droit, ouvert à tout ce qui peut advenir autour. Et le corps trouve sa fonction juste. Un diaphragme correctement posé pour que notre corps médite, notre corps fasse l'expérience par un bon souffle. Et puis, les yeux ouverts, présents sur la réalité, la bouche fermée puisqu'elle ne sert pas à respirer, on respire par le nez. Et cette droiture, ce bon fonctionnement du corps permet à l'individu de ne plus fonctionner uniquement avec son cerveau frontal, mais également avec son hypothalamus, et de faire vraiment profondément l'expérience de sa complétude. Alors ce qu'il est important de préciser également, c'est que cette pratique de Zazen doit être complètement désintéressée, sans but ni objectif finalement. Nombreux maîtres, et dans certains enseignements du Bouddha également, il est dit que entre la pratique et l'objectif, il n'y a pas de différence. D'ailleurs, s'il y a un objectif, il y a déception. Il y a quelque sorte un attachement qui vient rendre moins pur l'acte même de Zazen. Donc, quand on vient au Sonban, pour la méditation, on n'attend rien. Puisque, en réalité, il n'y a rien à attendre, il n'y a rien à changer. Bouddha lui-même, après son éveil, dit « L'homme qui est ici maintenant n'est pas différent de celui d'avant ». Il s'agit là, en réalité, d'une transformation silencieuse de notre regard, d'abord sur nous-mêmes et, par ricochet, sur l'univers tout entier. Donc non, il n'y a rien à attendre. Il n'y a pas la possibilité d'avancer ou de reculer. Il n'y a pas d'étape, il n'y a pas d'objectif. C'est juste une essence. On est vraiment dans l'ici et maintenant. Alors la compassion, on le sait, joue un rôle très important dans le bouddhisme pour la terre entière, pour les autres, mais également pour nous-mêmes lorsque l'on pratique l'assise. Car si on n'a pas cette compassion, finalement, on ne peut pas trouver l'équilibre juste de l'assise. C'est ce que vous m'expliquiez en préparant cette émission. Toutes les sociétés qu'on puisse étudier vivent beaucoup à l'extérieur. On vit à l'extérieur de nous-mêmes. On court, on cherche. Les questions les plus profondes, les questions les plus fondamentales, on les cherche à l'extérieur de nous. Parfois, dans un Dieu, dans un livre sacré, dans un texte, dans une doctrine.
Tout est porté à l'extérieur, alors que l'homme, depuis toujours, est profondément habité par la recherche de son vrai visage. Son vrai visage est à l'intérieur de lui. Et cette compassion, cette notion de compassion commence par un regard compatissant que nous portons sur nous-mêmes. Les débuts du zazen, les débuts de la méditation, en fait, sont un cheminement qui ne fait que s'observer, se percevoir, se recevoir, s'atteindre, se réconcilier profondément avec soi, pour ensuite se révéler. Voilà. Donc ce lien qui unit la compassion à la méditation passe bel et bien avant tout par l'expérience de soi-même. Tout à fait. C'est l'expérience de soi. C'est-à-dire, en dehors de cette expérience de soi, tout est déséquilibré. Nos gestes les plus altruistes, les plus nobles, les plus profonds, les plus généreux sont déséquilibrés. L'expérience de Bouddha s'appuie sur la découverte que cette existence, cette vie, est pétrie de souffrance. Cette souffrance naît de l'attachement et des illusions, mais profondément, cet attachement et ces illusions viennent du fait que nous ne nous connaissons pas, que nous ne nous aimons pas, que nous ne nous comprenons pas. Il est symptomatique d'ailleurs de voir dans notre société comment la maladie psychique, la maladie vraiment de la compréhension de nous, de ce que nous sommes, de cet équilibre, est vraiment très très présente, parce que nous ne voyons pas. Nous n'avons pas la conscience de ce que nous sommes, instant après instant. Nous avons plutôt la conscience ou une sorte d'avalanche de souvenirs de ce que nous avons été, voire nous nous projetons sans cesse dans ce que nous pourrions être. Exactement. Alors justement, pour en revenir à cette notion de temps, ce dont on se rend compte aussi, c'est que plus on avance sur le chemin de la méditation, plus on se rend compte que cette expérience elle-même est changeante en fait, et c'est donc l'expérience de l'impermanence. Alors, qu'est-ce que c'est l'impermanence? C'est-à-dire la compréhension profonde que rien n'existe. L'homme qui est en train de parler ici, maintenant, n'est plus le même depuis que je suis arrivé sur ce plateau. Mes pensées ont changé, mes émotions ont évolué, des milliards de cellules sont mortes, d'autres sont réapparues. Nous sommes que le produit de milliards d'instants se succédant. Rien ne reste. Alors l'impermanence en Occident, elle a toujours été traduite, en tout cas souvent, avec une notion négative. C'est-à-dire, tout passe, rien n'existe. Effectivement, même les scientifiques conviennent aujourd'hui de cela. Mais on peut avoir un autre regard qui est bien plus merveilleux. C'est que, bien sûr, tout passe et rien n'existe. Mais cela signifie qu'à chaque instant, tout est profondément nouveau, neuf. On a donc accès à une vision différente de la réalité, c'est que l'on n'aurait pas si l'on ne pratiquait pas. Totalement. C'est cette vision, c'est ce changement silencieux de notre vision qui s'opère. Mais il ne peut pas s'opérer à l'extérieur de nous sans qu'il n'ait eu lieu à l'intérieur de nous. Parce que entre moi et l'univers, en réalité, il n'y a pas de différence. Pour pouvoir comprendre l'univers, pour pouvoir comprendre mon épouse, mon époux, mon collègue, je dois d'abord pouvoir comprendre moi-même profondément. Plus que me comprendre, m'aimer profondément. C'est là un mal-être que nous traînons dans notre besace très profond. Le fait de ne pas nous comprendre, de ne pas nous aimer. Forcément, tout ce que nous essayons de comprendre à l'extérieur de nous, tout ce que nous essayons d'aimer à l'extérieur de nous, sera toujours la recherche d'un manque à combler. Vous savez, le premier enseignement de Bouddha qui parle de souffrance, de dukkha, nous avons souvent traduit dans les ouvrages dukkha par souffrance, mais c'est bien plus que cela. Dukkha est un sentiment d'une profonde incomplétude, d'une profonde insatisfaction. Si nous ne le résolvons pas à l'intérieur de nous, tous nos actes à l'extérieur vont être sans cesse une recherche à cette résolution-là. Alors on arrive justement à cette notion d'incité qui est le lien intime qui unit la contemplation, la méditation à l'action, et on le trouve notamment dans le sutra de Vimalakirti. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, Federico Procopio? Vimalakirti dit je vois les Bouddhas ne venir ni du passé, ni allant vers l'avenir, et étant ici déjà ce qu'ils ne sont plus. Cette expérience est fondamentale. C'est-à-dire,
comprendre ô combien notre souffrance vient du manque de liberté, vient d'une liberté que nous avons perdue profondément. Cette liberté signifie se défaire des entraves de mes pensées, de mes émotions, de mes perceptions. Cela ne signifie pas ne pas penser, ne pas ressentir, ne pas percevoir. Cela signifie comprendre que ma pensée, quand elle apparaît, elle disparaît aussitôt. Mon émotion, lorsqu'elle est apparue, elle est aussitôt disparue. Bouddha, pendant plusieurs années, avant d'atteindre l'éveil, s'est posé la question que nous nous posons pendant l'assise, pendant le zazen. Que suis-je? À cette question, le mantra que nous utilisons dans notre école répond « ne sais pas ». Que suis-je? Ne sais pas. Ne sais pas, dirait mon vénérable maître Bogno, est comme une main ouverte. Elle est ouverte. Tout peut advenir et tout peut repartir. Alors concrètement, Federico Procopio, quel impact peut avoir la méditation sur nos actions dans la vie quotidienne? Surtout, ne pas fuir l'existence. Au contraire, comme cette montagne dont je parlais au début, c'est s'enraciner profondément dans cette existence et en faire l'expérience. Il est difficile de parler de zazen théoriquement. En fait, la voie du Bouddha n'est qu'une voie où on fait l'expérience de soi, de l'univers, des phénomènes, des autres. En dehors de cette expérience, rien n'est réalité, rien n'existe. Et c'est très facile à comprendre, si je veux savoir que le sucre est sucré, j'ai besoin d'y goûter. Je ne peux pas dire que tel aliment est bon ou mauvais si je n'y ai pas goûté. Donc, zazen est profondément faire l'expérience. Et l'expérience, c'est quoi? C'est la réalité juste ainsi. Voilà. Ce n'est pas le souvenir de mes pensées, ce n'est pas la projection de mes attentes. C'est la réalité telle qu'elle est instant après instant. Très bien. Donc en fait, on pourrait dire pour conclure que de la contemplation, de la méditation, naît vraiment l'action juste. Oui. Zazen, en fait, nourrit le quotidien qui nourrit zazen. Vous savez, l'espace sur lequel on fait méditation, on s'assied, ne fait pas 1 mètre carré. Mais dans ce mètre carré, on peut retrouver l'univers tout entier. L'univers tout entier, le comprenant comme étant juste ainsi, notion d'incité. En se relevant du zazen, c'est drôle, le nom de nos retraites s'appelle « S'asseoir sur ce coussin et rebondir comme un dragon ». Se relever de zazen signifie affronter le monde, affronter les autres, aller à la rencontre de ce monde avec les trésors qui recèlent de zazen. C'est-à-dire la compréhension que, en fait, rien n'est bon ou mauvais, bonheur, malheur, beau, laid, ceci ou cela, mais que tout est juste ainsi. C'est ça la sagesse de Bouddha. Très bien. Écoutez, nous allons nous quitter sur ces très belles paroles. Merci beaucoup, Federico Procopio. Merci. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, voici quelques ouvrages que nous vous conseillons. Tout d'abord, La pensée coréenne aux sources de l'esprit-cœur de Philippe Thiebaud, publié chez Autre-temps. Vous pourrez découvrir la richesse de ce pays à travers des textes d'hommes illustres qui furent, pour la plupart, à la fois des philosophes, des sages, des religieux et des artistes. 365 jours zen publiés au courrier du livre, à travers notamment des paroles célèbres, des poèmes ou des courants. Et enfin, une idée de méditation par jour de Janine Casavecchi aux éditions du Chêne, pour nous permettre là aussi, à travers des citations de plusieurs sages comme le Dalai Lama, Gandhi, Confucius ou encore d'écrivains plus contemporains comme Marguerite Yourcenar, de porter un regard nouveau sur le monde et de méditer. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de France 2 en cliquant sur la rubrique « Tous les programmes et Chemin de la foi ». Merci de nous avoir suivis, je vous souhaite une excellente journée, à dimanche prochain.